Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, 9 morts dont un policier en Guinée dans des affrontements qui ont éclaté suite à la présidentielle de dimanche dernier. Nous irons à Conakry dès le début de ce journal. Situation également tendue en Côte d'Ivoire à 10 jours de la présidentielle. 7 morts et 40 blessés dans des violences à Dabou, à l'ouest d'Abidjan. Nous irons également sur place dans cette édition. Au Nigeria, 12 personnes ont été tuées mardi soir par l'armée et la police nigériane qui ont ouvert le feu sur des rassemblements pacifiques à Lagos. Ils manifestaient justement contre les violences policières. La situation est tendue en Guinée depuis le premier tour de la présidentielle de dimanche dernier. De nombreux affrontements ont eu lieu dans le pays. On dénombre 9 morts. L'opposant, Cellou Dalein Diallo, a proclamé sa victoire et la Commission électorale nationale indépendante CENI n'a annoncé que très peu de résultats officiels pour l'instant. On retrouve Eliman Ndao, notre correspondant sur place. Eliman, vous couvrez pour nous cette élection présidentielle. Dites-nous quelle est la situation sur place. Fatimata, la situation est très tendue aujourd'hui à Conakry. Ce matin, des jeunes manifestaient surtout en banlieue, ont bloqué les rues, barricadé les rues, empêché tout va-et-vient. Et des manifestations ou des affrontements avec les forces de l'ordre s'en sont suivis. Selon le ministère de la Sécurité publique, une dizaine de personnes ont été tuées, 9 personnes plus précisément. Pour le moment, on est à ce stade du décompte, dont un policier. Et l'UFDG, le parti de Cellou Dalein Diallo, vers midi a eu à annoncer, à livrer au public ses propres résultats selon leur système de centralisation des votes. Ils persistent et signent qu'ils ont remporté l'élection présidentielle dès le premier tour. De l'autre côté, Alpha Condé, qui a été plutôt discret depuis le vote, a fait un post sur Facebook dans lequel il appelle les Guinéens au calme et à la sérénité et dit qu'il va travailler, il va tendre la main aux Guinéens, à tous les Guinéens, si une fois il est élu. Il est réélu plutôt. Actuellement, on est à l'attente de nouveaux résultats qui doivent être publiés par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, comme ils l'ont fait hier. Ils vont également ce soir publier quelques résultats de certaines communes de Conakry. Les résultats provisoires compilés globalement ne sont pour le moment pas encore publiés. Les Guinéens attendent toujours. La situation reste confuse. Merci Eliman Ndao pour ce point en direct de Conakry. À 10 jours de la présidentielle en Côte d'Ivoire, la tension monte dans le pays. Au moins 7 personnes sont mortes et une quarantaine de blessés dans des affrontements intercommunautaires autour de Dabou, à 50 km à l'ouest d'Abidjan. Un couvre-feu est instauré dans l'ensemble du département de Dabou allant de 19h à 6h du matin et ce jusqu'au 25 octobre. Cette mesure pourra être reconduite. Les précisions de notre correspondant sur place, Thaïs Brook. Le scénario tragique de Bongouanou qui avait fait au moins 2 morts ce week-end semble se répéter, mais cette fois-ci dans la petite ville de Dabou, située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest d'Abidjan. Selon des habitants avec qui nous avons pu échangé, bien des assaillants non identifiés auraient attaqué les abords de la ville. Cela aurait ensuite entraîné des affrontements entre communautés. Au moins une personne est décédée à la suite de coups de machette. Ensuite, des tirs d'armes automatiques ont été entendus. Bilan provisoire selon la préfecture, au moins 7 décès et une quarantaine de blessés. L'accès de Dabou est toujours compliqué. Des barrages filtrants ont été installés par les habitants, ce qui rend aussi l'information souvent contradictoire, difficile à vérifier. À 10 jours de l'élection présidentielle, l'opposition maintient son appel au boycott de la campagne électorale et aussi a appelé à intensifier son appel à la désobéissance civile. Et la situation ici est de plus en plus tendue. Et on en profite pour vous signaler que l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire, APECI, souligne qu'elle enregistre de façon répétée des agressions physiques, verbales et des menaces sur les réseaux sociaux de la part de certains partisans des partis politiques et des forces de l'ordre à l'endroit des correspondants de la presse internationale. L'APECI appelle les dirigeants des partis politiques, des leaders d'opinion, des guides religieux, les organisations non gouvernementales à prendre toutes les mesures qui s'imposent afin que de tels actes ne se reproduisent plus.
La situation est toujours explosive au Nigeria. Mardi soir, la police a fait feu sur des manifestants. Le bilan reste bien difficile à établir. Amnesty International parle de plusieurs morts. Le gouverneur de l'État de Lagos affirme, lui, qu'il n'y a que des blessés. Le président Muhammadu Buhari lance un appel au calme. Théa Bazarevich. À Lagos, on parle d'un mardi sanglant. Les événements de la veille sont en une de tous les journaux. Les habitants ont encore du mal à y croire. They are just trying to trigger war in the country, and we are prepared for it. Military men shooting at protesters, and which was very, very bad. Mardi soir, la police a tiré à balles réelles sur des manifestants rassemblés sur ce péage. Depuis, les vidéos amateurs se multiplient. Sur ces images, des blessés sont soignés dans une ambulance. Ce manifestant était sur place. Il raconte. I can't really say who was shooting, but we know who was shooting. I had to run for my life. Other people were running for their lives. They died in the process. They got injured in the process. Selon Amnesty International, il y aurait plusieurs morts. Ce qu'a d'abord démenti le gouverneur de l'État de Lagos avant de confirmer un mort. I'm saddened today. Yesterday's events were no doubt some of the darkest gradients of our history as a state and as a people. Un appel au calme lancé également par Muhammadu Buhari. Ce mercredi, le président nigérian est enfin sorti de son silence. Il promet de rendre justice aux victimes. Mais la situation reste extrêmement tendue à Lagos. Plusieurs bâtiments ont à nouveau été incendiés ce mercredi, dont le siège d'une télévision. Le couvre-feu est lui toujours en vigueur dans la mégalopole de 20 millions d'habitants. Dans les rues, des policiers patrouillent et des barrages bloquent les principaux axes routiers. Pour faire le point sur la situation actuelle au Nigeria, on retrouve Moïse Gomis, notre correspondant au Nigeria. Moïse, dites-nous quelle est la situation actuelle à Lagos? À Lagos, la situation est hors de contrôle. On peut dire ce soir, on commence à mesurer les dégâts qui ont été commis tout au long de cette journée. Beaucoup d'habitants de Lagos ont signalé sur les réseaux sociaux des fumées qu'ils voyaient dans leur quartier. Et une liste circule et il y aurait une vingtaine de bâtiments qui ont été brûlés, dont 2 télévisions, le péage hier qui était occupé à Lekki, là où la zone d'occupation où les tirs se sont passés a complètement brûlé. Un autre péage aussi à proximité a brûlé. Le palais du gouverneur n'a pas été touché, mais des maisons personnelles ou de membres de sa famille ont été également touchées. Plusieurs banques également ont été touchées. En tout cas, le couvre-feu est en cours à Lagos. C'est un peu le désordre puisque malgré ce couvre-feu, beaucoup de groupes se déplacent et des barrages filtrants, des seigneurs de route qui s'improvisent propriétaires de la route, qui filtrent les passages alors que normalement avec le couvre-feu, les gens ne sont pas censés circuler. En tout cas, la situation est chaotique à Lagos et pour l'instant, on ne sait pas où Lagos va aller. Et alors Moïse, revenons un peu sur les origines de ces affrontements liés notamment aux violences policières. Alors, ce qui est hyper compliqué dans la situation présente à Lagos, mais également dans l'ensemble du Nigeria, c'est que les manifestations contre les violences policières ont démarré au mois d'octobre avec des groupes de jeunes pacifiques qui faisaient des manifestations qui se passaient très bien. À Lagos, par exemple, beaucoup de gens ont décrit ces manifestations comme une sorte de festival avec des gens qui se rencontraient, qui échangeaient, qui parlaient, et ça se passait très bien. Et un tournant s'est passé depuis la semaine dernière avec des groupes de contre-manifestants qui ont commencé à venir sur les lieux avec des bagarres, notamment ici par exemple à Abuja avec des groupes de contre-manifestants qui ont attaqué les groupes de manifestants. Et donc depuis le début de cette semaine, la tension est montée et avec l'accident, puisque la fusillade qui s'est passée, on ne sait pas combien de personnes sont décédées. Avec cette fusillade qui s'est passée hier, c'est comme si une boîte de Pandore s'était ouverte et que le pire est désormais possible à Lagos. Merci beaucoup Moïse Gomis pour toutes ces précisions.
Dans le reste de l'actualité africaine, en bref et en images, Félicien Kabuga ira à La Haye. Un juge international a ordonné ce mercredi le transfèrement temporaire du financier présumé du génocide au Rwanda en 1994. Actuellement détenu en France, Félicien Kabuga devait être transmis à Arusha en Tanzanie pour y être jugé par le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux qui possède une division, vous le savez, à Arusha et à La Haye. Finalement, il sera transféré temporairement compte tenu de son âge et des risques liés à la pandémie de Covid-19 en Tanzanie. L'ancien président burundais Pierre Buyoya a rejeté sa condamnation par contumace au Burundi à la prison à perpétuité pour l'assassinat de son prédécesseur Melchior Ndadaye en 1993. Pierre Buyoya, actuel représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, dénonce, lui, un simulacre de procès. En Algérie, c'est la rentrée scolaire pour plus de 5 millions d'écoliers après 7 mois de vacances forcées liées à la pandémie du Covid-19. Masques obligatoires, prise de température à l'entrée des écoles et distanciation sociale sont les maîtres mots de cette rentrée particulière et échelonnée, car les collégiens et les lycéens retrouveront les classes le 4 novembre et les étudiants leurs universités le 22 novembre. En Algérie, un tournoi de football féminin en Kabylie a suscité de nombreuses réactions sur la toile algérienne. Des femmes de différents âges se sont affrontées et au-delà du foot, l'idée était de promouvoir la place des femmes dans le sport et dans la société. Laurent Bersécher. Sur ce terrain perché dans les montagnes algériennes, les équipes des villages de Sahel et de Tabouda se disputent la finale d'un tournoi de football 100% féminin. Nous pouvons tout faire. Les femmes peuvent jouer au football ou effectuer n'importe quel travail. Dans les gradins, un public enthousiaste et majoritairement féminin encourage les deux équipes, à l'image de ce groupe de supportrices habillées en djebba traditionnel. À l'issue d'un match serré, rythmé au son des youyous et des tambours, c'est finalement Sahel qui l'emporte au tir au but. Un moment savouré par toute l'équipe, mais aussi par les organisatrices du tournoi. Casser les tabous. Quoi d'autre? L'esprit sportif. Intégrer la femme dans le sport, ce qui est bien pour sa santé, son moral. Les femmes ont longtemps joué un rôle influent dans la culture berbère. Mais avec la montée de la mouvance islamiste dans les années 90, elles ont progressivement été écartées de l'espace public algérien. C'est une très bonne initiative de voir quand même les femmes se réapproprier un espace public dont elles étaient privées pour un bon bout de temps. La problématique de l'égalité homme-femme fait plus que jamais débat en Algérie. Début octobre, le viol et le meurtre d'une jeune femme avaient suscité la colère et l'indignation et entraîné d'importantes manifestations. Et on termine ce journal avec des images des œuvres de l'artiste togolais Sadikou Oukpedjo. Le peintre interroge la place des êtres humains par rapport à la nature. Ses créations ont été réalisées pour la Foire internationale d'art contemporain à Paris, la FIAC, qui a été annulée cette année. Mais vous pouvez retrouver ses œuvres à la galerie indispensable de Cécile Farcouri à Paris et à la galerie du même nom de Dakar jusqu'à fin novembre. Image signée Harold Girard. Et c'est ainsi que nous refermons cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, en particulier ceux de Fès à Cancan en passant par Port-Harcourt. Merci et restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois Charles-Élie Couture, cet artiste aux talents multiples, à la fois peintre, photographe, poète, créateur de vêtements, activiste, galeriste et évidemment chanteur, auteur, compositeur. Ensemble, nous partirons en balade le long du canal de l'Ourcq. Et puis une rencontre avec Fabien Chalon qui nous ouvrira les portes de son atelier. Le Paris des Arts de Charles-Élie Couture, à retrouver très vite sur France 24. Événement. C'est la dernière ligne droite avant le scrutin du 3 novembre. Donald Trump et Joe Biden s'affrontent pour un ultime face-à-face. Cet échange confortera-t-il Biden dans les sondages ou fera-t-il basculer la tendance vers Trump? Décryptage et analyse avec nos correspondants sur place, nos invités et nos chroniqueurs en plateau. Ne manquez pas ce dernier débat présidentiel américain sur France 24 et France24.com.